J'ai fait une présentation très, très courte, globalement en 2 parties. Une première partie où je parle de quelques données, heu qu'on a aujourd'hui sur le covid long, qui viennent pas du tout de Compare et puis après je vous présente les quelques résultats qu'on a de Compare et pourquoi on pense que c'est, important et aussi on essaie de discuter un peu la suite. Alors, il y a 2 lignes sur, qu'est-ce qu'on va faire après et ça je pense qu'on essaiera d'en discuter, éventuellement ensemble. Alors, heu, en général, quand on parle du covid long, très vite, en fait, vient la question de: alors c'est quoi le covid long et quelles sont les causes du covid long? Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était important de rappeler un truc, c'est que le covid long, c'est un terme qui a été inventé par les patients, qui a été inventé par les patients eux-mêmes sur les réseaux sociaux à la base, pour désigner l'ensemble des conséquences, après une infection par, le SARS-CoV. Et en fait, il y a plein de raisons d'avoir des symptômes après une infection par le SARS-CoV. Il y a des gens qui, peuvent avoir des séquelles d'organes, qu'ils aient eu une infection grave ou pas, qu'ils aient été hospitalisés ou pas. Par exemple, il y a des études qui ont fait systématiquement des IRM aux patients, hospitalisés ou non, à distance de leur infection initiale, et on trouvait, par exemple, des signaux au niveau du foie, du poumon, du cœur, même d'ailleurs des fois si les patients n'avaient pas de symptômes. Donc les séquelles d'organes, ça existe chez un certain nombre de patients et ça, il ne faut pas se paniquer, tout le monde n'a pas forcément des séquelles d'organes, mais en tout cas, ça ne concerne pas uniquement les patients les plus graves. Après, il y a un autre truc bizarre dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le syndrome de fatigue post-virale et qui est en fait un ensemble de symptômes prédominés par la fatigue et qui touche principalement les femmes et surtout dont l'origine n'est pas très bien connue. On ne sait pas si c'est une origine immunologique, si c'est une origine dysimmunitaire. Ce qu'on sait, c'est qu'on le retrouve dans plusieurs infections virales et en particulier des infections par le virus SARS, dont je ne suis pas spécialiste. Après, il y a, la persistance virale et en particulier le fait de pouvoir retrouver du virus dans certaines cellules réservoirs très spécifiques. C'est-à-dire qu'après une infection par le SARS-CoV, en fait, très vite, le virus disparaît du sang. Mais en fait, dans certaines, cellules très spécifiques, des fois, on retrouve, du virus. Et alors ça fait écho à une recherche qui est publiée très, très, très récemment chez les hamsters, où on a infecté des hamsters avec, du SARS-CoV et surtout où on retrouve chez les hamsters qui ont eu une anosmie, alors je ne sais pas très bien comment on a fait pour savoir s'ils avaient une anosmie, mais en tout cas, on retrouve une persistance du virus dans les cellules au niveau du nez chez les hamsters. Ce qui veut dire que dans certains réservoirs spécifiques, on peut avoir du virus qui persiste et ça pourrait être à l'origine de certains symptômes. Hem, Après, il y a peut-être une origine immunologique et en particulier, il y a peut-être une hyperinflammation ou un certain nombre de choses comme ça qui fait que, on peut avoir des symptômes. Et puis, il peut y avoir des manifestations, alors qu'on appelle plus psychologiques. Alors, sans ça ne veut pas dire que c'est moins grave ou plus grave, mais en tout cas, comme par exemple le stress post-traumatique. Alors, je vois des gens qui lèvent leurs mains. Le plus simple, en fait, c'est de poser les questions dans le chat et on essaie d'y répondre, le mieux qu'on peut. Donc, on pose. Donc, par exemple, à la question de Laurent Lecoeur, est-ce qu'il y a des contre-indications à la vaccination pour les covid longs? Je pense que c'est les mêmes contre-indications que dans la population générale et il y a même certains auteurs qui se demandent si la vaccination à terme n'aurait pas un effet, bénéfique sur les symptômes du covid long. Aujourd'hui, il est trop tôt pour avoir cette réponse. Voilà. Donc voilà, donc on peut avoir une persistance virale, voilà, j'avais, dit dans les cellules du nez, mais c'est vrai, on en trouve aussi, dans les selles et cetera. Évidemment alors 2 points très importants, je ne suis pas un spécialiste, de virologie, d'infectiologie et cetera. À la base, je suis épidémiologiste et donc il y a certaines questions, je suis désolé, je pourrais pas y répondre. Il y a une deuxième question en général qui vient souvent, qui est, c'est à partir de quand on parle de covid long? Et je pense que jusqu'à, la fin de l'année dernière, en fait, on savait pas trop, ou du moins c'était très vague, ça dépendait des gens. Et puis, depuis, le NICE qui est, l'équivalent à peu près de la HAS en France, a sorti des recommandations, donc avant les recommandations françaises, où ils ont séparé la maladie en 3 périodes, où on a clairement la phase aiguë qui est ce qu'il y a avant 4 semaines. On peut avoir une persistance des symptômes, mais probablement liée par exemple à des séquelles d'organes jusqu'à 12 semaines. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le syndrome post-Covid, qui est ce qu'il y a après 12 semaines. Alors pourquoi ils appellent ça le syndrome post-Covid? Parce qu'en fait, pour eux,
Le syndrome post-Covid, ça exclut en fait les séquelles d'organes et probablement les manifestations post-traumatiques. Même si c'est pas encore tout à fait bien défini et c'est pas encore complètement formalisé chez les gens, en fait, le syndrome post-Covid, c'est plutôt les manifestations qu'on comprend pas très bien, à l'exclusion de celles qu'on comprend mieux, entre guillemets mieux, où on arrive déjà à dire c'est lié à une cause très précise qui serait celle-là ou celle-là. Hem, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais je veux bien que, Élise ou, Clara fassent un petit m'interrompent en tout cas s'il y a beaucoup de questions. Alors, Heu on a déjà une première question. Est-ce que le syndrome de fatigue post-virale est apparenté au syndrome de fatigue chronique encéphalomyélite myalgique? Excusez-moi, je ne suis pas médecin, j'ai un peu du mal à prononcer les mots. et ben, moi je pense que c'est une très bonne question et pour dire la vérité, je pense qu'aujourd'hui on est incapable de répondre. Heu, il est évident qu'en fait, les entités ont énormément de points communs et d'ailleurs, il y a un article, à mon avis, publié, il y a pas trop longtemps, qu'on peut retrouver qui justement essaie de comparer, les 2 entités à la fois sur les symptômes et à la fois sur les définitions qu'on emploie. Mais en fait, si la question est-ce que c'est apparenté? Ça veut dire est-ce que ça a la même cause? Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse parce qu'on ne connaît ni la cause en réalité du syndrome de fatigue post-virale, ni la cause, du syndrome de fatigue chronique. Donc, voilà. En tout cas, moi, je n'ai malheureusement pas, cette réponse-là. Hem 3e question à laquelle on essaie en général de répondre est: «Combien il y a de gens qui ont du covid long?» Je pense que la meilleure source qu'on ait pour ça, c'est encore, du Royaume-Uni. Et eux, ils ont fait une espèce de grande étude téléphonique où ils ont appelé des gens qui avaient un test positif, pour la Covid-19, qu'ils soient symptomatiques ou pas. C'était entre avril 2020 et puis, mars 2021. Et ils ont demandé, il me semble, 12 symptômes et ils ont trouvé que 13,7 des gens qu'ils ont appelés avaient des symptômes à 12 semaines. Alors après, ils ont regardé quelles caractéristiques avaient ces gens et donc c'est en prévalence dans la population totale, anglaise. C'est pour ça que c'est des relativement petits pourcentages. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bah, globalement, il y a de plus en plus de gens qui rapportent avoir du covid long en fonction de l'âge. Alors c'est peut-être parce que, par exemple, les enfants, les tout petits enfants ont moins de covid symptomatiques et puis il y a moins de gens très âgés. Alors c'est peut-être aussi parce que les gens très âgés ont eu des formes plus graves et éventuellement, ont eu des conséquences, plus graves de leur infection. En tout cas, on voit une espèce de gradient où, bah, on il y a un petit peu moins de gens qui rapportent ça entre, 24 ans que, 34 ans et cetera. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Il n'y a pas de pattern particulier qu'on voit au niveau, des groupes ethniques entre les gens qui sont, de race noire, blancs, asiatiques et cetera. Il y a peut-être un petit gradient décroissant, c'est-à-dire que les gens qui viennent des zones, les plus défavorisées, donc qui ont des niveaux socio-économiques plus faibles, rapportent plus de symptômes. En tout cas, on voit c'est bien une espèce de truc où là, c'est les gens les plus défavorisés et ça, c'est les gens les plus favorisés. Et puis, on voit aussi tout en bas, alors là, c'est est-ce que les gens avaient pre-existing health status? Donc, on va dire que c'est un état de santé altéré. Je pense que c'est difficile de dire que c'est une maladie chronique, mais en tout cas, c'est un état de santé altéré, dont la maladie chronique. Et il y a plus de gens qui avaient une maladie chronique préexistante qui rapportent symptômes persistants à 12 semaines, qui peuvent être par exemple liés au fait que des séquelles d'organes sont plus symptomatiques et plus visibles. Donc voilà ce qu'on a si on regarde et on demande très simplement aux gens: «Est-ce que vous avez encore des symptômes?» Donc dans une population de gens testés, à peu près 10, un tout petit peu plus de 10 ont encore des symptômes à 12 semaines. Ce qu'on ne sait pas, et ça j'y reviendrai tout à la fin, c'est parmi les gens qui ont des symptômes de covid long et qui ont des symptômes qui vont persister, combien de temps ça va durer? Ce qu'on sait, c'est combien de temps parmi les gens qui ont une PCR positive vont avoir des symptômes, et parmi les gens qui ont des symptômes, combien de temps ça dure? Aujourd'hui, c'est une réponse qu'on n'a pas encore et sur laquelle on va essayer de revenir, plus tard. Je ne sais pas s'il y a des questions, Clara? Pas du tout. Eh ben, je continue. Alors ça, c'est une publication qui a été faite en fait en préprint, qui a été réalisée en préprint, l'année dernière et qui était à ce moment-là, très importante, qui aujourd'hui perd un peu de son importance parce qu'on a des études plus grosses et cetera. Mais je me suis dit que c'était quand même important parce que c'était une des premières qui a suivi en fait beaucoup de patients, donc il y avait eu une PCR positive, donc à l'époque, enfin à l'époque, c'était 4 000 patients qui avaient une PCR positive, principalement encore au Royaume-Uni, un petit peu aux États-Unis et en Suède, plutôt des patients ambulatoires, donc pas du tout une population de patients strictement hospitalisés.
Et puis on regardait, bah, la proportion de gens qui avaient encore des symptômes à 28 jours, 56 jours et 84 jours. Donc là, c'est la proportion des gens qui ont des symptômes en fonction du temps. Donc là, bah, plus le temps passe et moins il y a de gens qui rapportent des symptômes. Et donc là, c'est les short Covid, les Covid aigus, puis ça, c'est les moyens, 28 jours, puis c'est les longs, 56 jours. Là, les chiffres sont moindres que dans l'étude précédente et je pense que les chiffres que je vous ai présentés précédemment sont plus fiables. Ils sont sur un plus grand échantillon, etc. Dans cette étude, on retrouve la même tendance qui est que plus les patients sont âgés et plus on a une tendance à avoir des gens qui rapportent avoir des symptômes à 28 jours. Et puis le dernier résultat de cette étude était que plus on avait de symptômes à la phase aiguë et plus ça prédisait le fait d'avoir des symptômes persistants. Et en fait, ils disent que c'est, euh, c'est quelque chose qui est très flagrant, c'est-à-dire que les gens qui ont eu une phase aiguë très très symptomatique, en général, rapportent souvent des symptômes persistants à 28 jours et à 56 jours. Alors, Je sais pas si... Ti, Oui. concernant l'étude faite sur Compare, ne retient-elle que les personnes qui ont eu un PCR positif? Non, pas du tout. Dans l'étude faite sur Compare, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a inclus les gens qui avaient un Covid suspecté ou confirmé. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont répondu au questionnaire le savent bien. Et donc, on prenait également des gens qui avaient euh, une PCR qui était négative, ou ils avaient seulement une sérologie, ou ils n'avaient aucun test positif. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, les tests ne sont pas fiables à 100%. Et la deuxième raison plus pragmatique, c'est que au cours de la première vague, on n'a pas testé beaucoup de gens. Et pourtant, il y a plein de gens qui ont eu une vraie infection par la Covid. Donc ça nous semblait raisonnable d'impliquer aussi ces gens dans notre étude. Alors ça, c'est presque une étude qui est hors sujet, mais je pense qu'elle est importante parce qu'elle est grosse, elle est bien faite. Mais globalement, c'est les conséquences qu'on voit après une infection par la Covid chez des gens qui sont hospitalisés. Toujours au Royaume-Uni, ils sont vraiment très forts au Royaume-Uni. Ils ont pris 47 000 patients hospitalisés, ils ont utilisé leur base de données administratives et médicales pour voir en fait si ces gens-là, quel était le devenir des gens qui sortaient d'hôpital où ils avaient été hospitalisés pour une Covid-19. Euh, alors, il y a plusieurs points importants. Le premier point, c'est que après la sortie d'hôpital, et là, ce tableau-là, en bas, concerne bien les gens qui sont sortis d'hôpital. Après la sortie d'hôpital, il y a 12% des patients qui meurent et 30% des patients qui sont réhospitalisés. Alors, c'est des chiffres qui sont impressionnants, voire même inquiétants. Après, je pense qu'il faut les relativiser par rapport à la France, parce que par exemple, si on compare même les essais thérapeutiques qui ont été faits en Angleterre et en France, on n'a pas du tout, par exemple, le même taux de décès, et je pense que la prise en charge est différente, la mortalité est différente intra-hospitalière et post-hospitalière, donc c'est difficile de rapporter directement ces chiffres à la France, mais en tout cas, c'est pas si loin que ça, le Royaume-Uni, finalement, il y a quand même un certain nombre de gens qui vont décéder, un certain nombre de gens qui vont retourner à l'hôpital, et surtout, on a la preuve très très flagrante, plutôt le graphique du bas qui montre des nouveaux incidents. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux cas de diabète qui sont déclarés chez les patients Covid par rapport à des contrôles en population générale. Des événements cardiovasculaires plus nombreux chez les patients qui ont été hospitalisés pour la Covid que des gens en population générale, plus d'insuffisance rénale, plus d'insuffisance hépatique. Donc on a une atteinte d'organes de la Covid avec des conséquences à long terme. Et donc ça revient sur le premier point que j'avais dit, c'est-à-dire que parmi les différentes raisons pour lesquelles on a des symptômes, il y a ces atteintes d'organes. Et ça, c'est une preuve qu'il y a des atteintes d'organes qui peuvent conduire même à des événements très très graves, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, ou sinon, moi je continue. Ah, je continue. Attends, il y a Oui, il allez-y. y a une petite question quand même pour quelqu'un et savoir si les personnes qui ont eu un covid long ont été mises sous antibiotiques. Hem, Car une personne qui a eu un covid depuis 13 mois avec de très nombreux symptômes, on lui a prescrit des antibiotiques, et aimerait savoir, si on est intéressé aux bactéries opportunistes dans le covid long. Ah bah alors c'est quasiment cette diapo-là. Alors il faut qu'on retrouve ensemble le truc. Donc la question c'est est-ce que en fait une part des symptômes du Covid long peuvent être liés au fait qu'on ait plus d'infections? Et alors si on regarde, donc ça c'est une étude chez les Américains, il me semble que c'est quelque part, mais je dis peut-être une grosse bêtise. Si c'est en bas,
en fait, on voit que les gens qui ont du Covid long ont un tout petit peu plus, mais c'est pas ce qui sort de plus flagrant, mais ils ont un tout petit peu plus d'infections bactériennes que des contrôles qui sont en fait des gens qui n'ont pas eu de Covid. Donc ces chiffres-là, ils sont un peu difficiles à interpréter. Ça montre en fait l'excès de morbidité ou la différence entre les gens qui ont eu le Covid et les gens qui n'ont pas eu le Covid. Pour 1000 habitants, par exemple, il y a 28 personnes de plus qui ont eu des signes respiratoires sur 1000 personnes. Euh, c'est pas très clair ce que je dis. Parmi les gens qui ont eu le Covid, la différence entre les deux est de 28,51 environ. Parmi les gens qui ont eu la Covid versus les gens qui n'ont pas eu la Covid pour les signes respiratoires. Si on compare les deux, la différence pour 1000 personnes, c'est à peu près 28. C'est 28 pour 1000. Donc les infections bactériennes, c'est quoi? C'est 2 pour 1000. Donc c'est extrêmement rare. Il y a quand même un excès qu'on détecte. Donc c'est pas un excès, pardon, c'est pas un excès complètement, c'est pas, c'est pas juste 2 au hasard. Mais voilà. Et là, en fait, qu'est-ce que ça nous montre? C'est très en lien avec les résultats que je vous ai montrés juste avant. C'est, en fait, la Covid-19 atteint plein d'organes et a plein de conséquences. Alors là, il y a un mix entre des conséquences, entre guillemets, atteintes d'organes et puis des symptômes. Mais par exemple, on retrouve un excédent de gens qui vont déclarer avoir du diabète chez les gens qui ont eu un diagnostic de Covid-19 versus des gens qui n'en ont pas eu. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, et également qui viennent de sortir assez récemment, c'est que c'est des gens qui n'ont pas été hospitalisés. Alors c'est aux États-Unis et c'est des vétérans qui sont une population un peu particulière, mais en tout cas, c'est des gens pas hospitalisés. On retrouve un petit peu plus de diabète, un petit peu plus d'arythmie cardiaque, un petit peu plus de douleurs thoraciques, un petit peu plus de signes respiratoires, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des associations, entre guillemets, spurieuses qu'on pourrait trouver? Peut-être. En tout cas, il y a un certain nombre d'associations qui laissent à penser qu'il y a des conséquences à long terme sur un peu tous les organes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, il y a, 2 questions sur l'immunité cellulaire et sur, donc la 1re partie de la question est, est-ce que les sérologies peuvent être, faussement, négatives? Car quelqu'un qui a eu beaucoup de symptômes se pose la question, suite à une absence de test et à des sérologies négatives. Et si on arrive à prouver cette, immunité, cellulaire, est-ce que ça pourrait servir pour, le passeport sanitaire, qui est en phase de préparation? Alors, à la première question, je vais être extrêmement transparent. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas si, en fait, le fait d'avoir un Covid long a le pouvoir de modifier la sérologie. Je suis désolé, mais c'est pas du tout ma spécialité. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Euh, il y a quelques patients, je ne sais pas s'ils sont parmi vous, qui ont participé à une toute petite sous-étude dans Compare, où à un moment, on a essayé de détecter si dans les cellules mémoire, on ne pouvait pas avoir une anomalie qui serait caractéristique du Covid long. C'était avec des chercheurs de Mondor. Malheureusement, on n'a pas trouvé de résultats positifs et on s'est arrêté très précocement dans cette recherche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je suis désolé, je ne peux pas répondre plus à cette question et donc je ne peux pas non plus répondre à la deuxième question par rapport au pass sanitaire. Je vous propose de continuer. Alors, tout ça, c'était une petite introduction, mais en général, c'est des questions qui reviennent assez fréquemment quand on parle du Covid long. Alors, je sais que vous êtes tous entre guillemets, des spécialistes parce que vous connaissez bien la maladie, vous la vivez, etc. Mais comme en général, on me pose ces questions-là, j'ai profité pour faire quelques diapos dessus. Donc nous, en fait, notre première étude dans Compare, et je tiens à préciser que c'était un premier travail, et ça ne constitue pas tout ce qu'on fera dans Compare sur le Covid, c'était de mesurer le Covid long. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi on a commencé par là, ce qui semble une espèce de truc à la fois pas très sexy et un peu bizarroïde. Et certains diront même à quoi bon, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui évaluent la prévalence du Covid long. Et chaque étude a des résultats différents. Et ça, c'est une figure que j'ai trouvée dans les recommandations anglaises que je vous ai montrées précédemment. C'est assez parlant. C'est-à-dire que
on trouve de tout. C'est-à-dire que la prévalence des études sur le Covid long, ça va de 90% à 50% pour les études à l'hôpital. Ça va de 40% à moins de 10% pour les études en ville. Et puis tout ça, c'est lié évidemment au pays, au contexte, au moment où on a évalué les choses, à la fois temporellement par rapport à la dynamique de l'épidémie et à la fois par rapport au temps depuis le début des symptômes chez les patients. Vous voyez que là, c'est 50 jours après le début des symptômes, 100 jours après le début des symptômes, etc. Et puis, il y a une dernière chose qui est très importante, c'est lié à la mesure du Covid long. C'est-à-dire que comment on décide que les gens sont Covid long oui ou Covid long non. En fait, pour faire ça, la plupart des gens utilisent en fait une liste de symptômes. Donc, ils disent, bah, c'est facile, on a une liste de symptômes. Si les gens rentrent dans au moins un de ces symptômes, ils ont des symptômes persistants, donc ils ont un Covid long. Et vous voyez qu'en fait, cette liste de symptômes, elle est extrêmement variable d'une étude à l'autre. Donc ça, c'est l'étude du Lancet dont on a beaucoup parlé dans la presse. Bon, vous avez une liste, alors je pense qu'il y en a une vingtaine. Très bien. Là, c'était une des premières études sur le Covid long. C'est pas du tout les mêmes symptômes. Bon, du moins, c'est pas complètement les mêmes symptômes. Par exemple, ici, il y a le fait d'avoir les yeux rouges. Ici, il n'y a pas. Par exemple, ici, on ne parle pas du tout des troubles cognitifs, du fait d'avoir des troubles de la mémoire, etc. Ici, c'est dans un autre papier, alors ça c'était en France. On regarde une petite liste de symptômes, pourquoi pas. Et puis ici, c'est une grosse étude qui a été, je crois, initiée par les patients, en tout cas qui est très intéressante, où ils ont regardé 205 symptômes. Alors là, c'est presque l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'il y en a énormément et il y en a beaucoup qui se recoupent. En tout cas, voilà, donc ça vous montre bien l'hétérogénéité, c'est-à-dire que tout le monde mesure les choses différemment, entre guillemets, comme il le sent. Et comment ces listes de symptômes ont été définies? Elles ont été définies principalement par les chercheurs qui réalisaient ces études-là. Donc ils se sont dit, voilà ce qu'on a comme connaissance à ce moment-là. C'est évident que les gens qui l'ont fait au début de l'épidémie n'avaient pas les mêmes connaissances que les gens qui l'ont fait plus tard dans l'épidémie. Et donc, en fonction de leurs connaissances, ils ont défini des listes de symptômes. Et Alors donc, si oui, oh, vas-y, excuse-moi, on a quelques questions, bien sûr. intéressantes. On nous pose la question on se demande si certains covid longs après la vaccination, ça n'amplifierait pas les symptômes. Certaines personnes ont eu, un vaccin, le Pfizer, et ont toujours des symptômes du covid long. Est-ce que tu aurais quelques idées, sur ça? Et s'il y a un vaccin après 13 mois de covid long et pas d'anticorps, quel vaccin serait conseillé? Alors, pour la première question, je pense qu'aujourd'hui, personne, enfin, en tout cas, personne ne peut répondre. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune étude, entre guillemets, bien faite, où on a regardé si les gens qui avaient un Covid long, avant ou après vaccination, ils allaient mieux ou moins bien. Donc, en fait, on est au stade où on ne sait pas vraiment si ça améliore ou aggrave les choses. Par contre, ce qu'on a, c'est des mécanismes physiopathologiques où on se dit, il est plausible, il est possible. Bon, plausible, c'est peut-être trop, mais en tout cas, il est possible que cela améliore les choses. Et évidemment, quand on dit ça, c'est entre guillemets un peu en population, c'est de manière générale, et évidemment, chez des personnes, bah, des fois, ça ne s'améliore pas, chez d'autres personnes, ça va s'améliorer, voire même chez certaines personnes, ça va s'aggraver. Donc aujourd'hui, on n'a pas de connaissances pour savoir si ça s'aggrave ou pas. Et la deuxième question étant de savoir, c'était quoi la deuxième question? C'est quel vaccin faut-il recommander? Exactement. Alors là, j'ai fait une réponse de personne qui fait de la santé publique, mais globalement, il faut mieux faire le vaccin qu'on vous, entre guillemets, qu'on vous donnera. Je sais qu'il y a des vaccins, et il faut être honnête, qui sont factuellement, entre guillemets, moins bons, c'est-à-dire qui protègent un petit peu moins bien, voire qui ont plus d'effets secondaires. Mais en réalité, et là, je ne parle pas du tout lié au Covid long, c'est-à-dire que le bénéfice, alors c'est moins individuel pour les gens qui ont le Covid long, parce que normalement, ils ont déjà eu une infection par la Covid, mais le bénéfice en termes de santé publique, il dépasse le risque d'avoir des effets secondaires. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse pour savoir s'il y a un vaccin qui marche mieux ou pas sur le Covid long, donc il n'y a pas de raison d'en choisir un plus qu'un autre. C'est éventuellement quelque chose qu'on pourra étudier dans Compare, mais pas tout de suite, et pour la bonne et Heu simple raison qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas tant de gens que ça qui se sont fait vacciner pour l'instant. Et donc, bah, pour comparer des gens vaccinés et pas vaccinés, il nous faut un peu plus de patients. Est-ce que tu aurais déjà une, idée des vaccins moins bons, car trop d'effets secondaires dont tu parlais? Bah, alors, il y a 2 types d'effets secondaires. Il y a les effets secondaires graves et puis les effets secondaires pas graves. C'est-à-dire que quand on se fait vacciner, souvent on peut avoir, je sais pas, de la fièvre, de la douleur,
au niveau du point d'injection, on peut avoir un peu un syndrome grippal, et cetera. Ça, c'est des effets secondaires pas graves. Ils sont super chiants, c'est hyper pénible, mais en fait, c'est pas grave, ça ne met pas la vie des gens en danger. Et ça, on sait que, par exemple, le vaccin, AstraZeneca donne plus, de symptômes de ce type-là, pas grave. Sur les effets secondaires graves, dans les essais contrôlés randomisés, qui ont été réalisés, il y a à peu près le même nombre d'effets secondaires graves. Donc un effet secondaire grave qui est défini comme le fait d'avoir un effet secondaire qui conduit à la nécessité de consulter, de voir un médecin, voire d'être hospitalisé. Et il y a à peu près le même nombre pour, les 4 vaccins en France. C'est-à-dire pour, AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Johnson& Johnson, c'est à peu près le même nombre d'effets secondaires graves. En ce qui concerne les fameux, caillots sanguins et les thromboses, hem, pour AstraZeneca, il y a eu un rapport très récent de, l'EMA qui est l'European Medicines Agency, et en fait, il faut quand même se rendre compte que, c'est-à-dire quand on parle d'effets secondaires graves du vaccin, c'est à peu près entre 2 et 4 pour 10 000, et les thromboses, c'est environ, heu, si je dis pas de bêtises, 1,9 pour 100 000. Donc ça veut dire que c'est un effet secondaire qui est extrêmement rare. Alors je dis pas que ça ne se passe pas, ça arrive pas, forcément ça arrive, surtout quand on vaccine des milliards de personnes littéralement, mais c'est quand même des effets secondaires extrêmement rares. Aujourd'hui, on a des données fiables sur les thromboses, pour, AstraZeneca, on en aura bientôt pour Johnson& Johnson, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très rare. Donc en termes de, entre guillemets, «effets secondaires pas graves et fréquents», bah, malheureusement AstraZeneca en a plus, et en termes d'effets secondaires graves, ils sont à peu près tous au même niveau. Alors je ne sais pas si ça se fait, mais en réalité, on a fait une espèce de petit, je sais pas comment dire ça, de petite aide à la décision, de petits, simulateurs pour regarder les bénéfices et les risques, de la vaccination au plan individuel. Ça veut dire au plan individuel, si je me vaccine, et quels sont les risques que je vais avoir d'avoir, d'être hospitalisé, éventuellement, malheureusement de décéder, d'avoir, éventuellement un covid long, ou d'avoir un effet secondaire, grave du vaccin, et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, je pense que, quelqu'un peut mettre le lien dans le chat. Les patients Je vais mettre le lien, oui. normalement les patients qu'on parle connaissent puisqu'ils ont été impliqués dans, le développement de cet outil, on leur a demandé des suggestions pour l'améliorer, et puis ils ont aidé à l'évaluation de cet outil. J'en profite pour demander des petites précisions sur une question qui a été précédemment posée. Sur la personne qui a eu un cas de covid long pendant 13 mois, ce qui l'inquiète, c'est que pendant ces 13 mois, elle n'a eu aucun anticorps créé, suite à l'infection au covid long, et elle se demande si elle peut espérer une réponse immunitaire suite à la vaccination dans son cas. Bah, j'ai malheureusement pas de réponse. Bah, je pense que là, on est dans une situation particulière, heu, complexe, donc moi malheureusement je connais pas cette personne, et en plus, quand bien même, je connais très, très bien cette personne, je pense que je suis pas assez qualifié pour répondre à ça, et donc ça, c'est vraiment plutôt une question qu'il faut poser à son médecin. D'accord. Je vous propose de continuer un tout petit peu. Donc, on parlait des mesures, parce qu'on s'est un peu éloigné, mais en fait, on parlait de la mesure du covid long. Et donc, pourquoi on a fait tout ça? Alors, et les raisons sont là. La première chose, c'est que il est important d'avoir une mesure des symptômes qui sont vécus par les gens. Et c'est un peu ce que je présentais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que les médecins imaginent qu'est le Covid long et ce que les patients vivent comme symptômes. Et en particulier, notre interrogation avant de commencer cette étude, c'était de savoir s'il y avait des symptômes vécus par les gens qui étaient très différents ou absents de ce qu'évaluaient habituellement les médecins. Deuxièmement, en fait, c'est important d'avoir une mesure du Covid long parce que c'est une manière, entre guillemets, factuelle de savoir si les personnes s'aggravent, ou pas, ou si elles s'améliorent, ou pas. Et ça, c'est une mesure qui est utile en soins pour pouvoir décider s'il faut, renforcer le traitement ou pas, ou suivre le patient. Et c'est aussi très important en recherche. Par exemple, si demain justement on veut évaluer, l'impact de la vaccination sur les symptômes du Covid long, il nous faut une mesure entre guillemets «fiable» pour savoir si les gens s'améliorent ou pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, entre guillemets, d'une bonne liste de symptômes qui nous permet vraiment d'avoir un aperçu global de la sévérité des gens. Il y a quand même une petite contrainte, c'est qu'il faut que ça reste faisable. Si on imagine que c'est un outil qui peut être utilisé en consultation ou en recherche, c'est difficile d'avoir un questionnaire qui fait 150 pages, comme entre guillemets, un moyen d'évaluation. Et donc on cherchait une balance entre c'est faisable et c'est complet. Et
Cette mesure n'est pas seulement une liste de symptômes, c'est aussi une mesure pour évaluer l'impact de la maladie sur la vie des gens. Donc, c'était ça un peu, entre guillemets, les objectifs qu'on voulait avoir. On voulait avoir une mesure des symptômes vécus par les patients et rapportés par eux, parce que c'est très important. C'est-à-dire que on peut, par exemple, avoir tous les examens complémentaires parfaitement normaux et quand même avoir des symptômes, être fatigué, tousser, etc., avec des examens complémentaires normaux. Donc, il est important de capturer en fait ce que vivent les gens. Et ça, le seul moyen, c'est de leur demander. C'est pour ça qu'on voulait quelque chose qui soit rapporté par les patients, donc une espèce d'auto-questionnaire pour les patients. Et par ailleurs, alors, ça je ne vais pas développer trop, une mesure en fait, elle doit obéir à certaines choses et en particulier, elle doit être fiable. Ça veut dire que, si on mesure, 2 fois la maladie chez un même patient, on va retrouver à peu près le même score. Elle doit être reproductible, et également par contre, si l'état du patient change, elle doit montrer que l'état du patient change. Donc l'idée, c'était de vérifier que ce qu'on développait, répondait à l'ensemble de ces critères-là. Donc pour ça, bah, alors, on a impliqué les gens dans Compare et donc les participants étaient bien des adultes qui avaient un Covid suspecté ou confirmé. Donc les gens qui rapportaient avoir un Covid, même avec une PCR négative ou une sérologie négative, étaient inclus dans l'étude. On a défini comme Covid long des symptômes durant plus de 3 semaines. Vous voyez qu'il y a une petite discordance avec tout ce que je vous ai raconté tout au début, du topo. Pourquoi? Bah, parce que, Heu on a commencé ça, avant, que, ces recommandations sortent. Et puis, on a vu 2 phases. Une première phase qui était, globalement en octobre-novembre, où on a demandé aux participants de Compare de raconter en texte libre, les symptômes, les circonstances qui déclenchaient les symptômes et l'impact, de la maladie sur leur vie. Et là, les gens s'exprimaient, ils racontaient, tout ce qu'ils voulaient et nous, on essayait d'avoir un maximum de niveau de détail pour comprendre au mieux, la maladie. Sur ce texte libre, on a demandé aux gens, on a demandé à 2 chercheurs, en fait, dont moi, on a lu, l'ensemble des réponses et on a essayé de catégoriser ça à la fois d'un côté en symptômes de la maladie et d'un autre côté en impact potentiel de la maladie sur la vie des gens. Alors quand on a fait ça, on a fait un choix qui est très important. Alors peut-être que je préviens une question, sinon je vous le dis, c'est que on a considéré qu'un symptôme, c'est quelque chose qui est vécu par les gens et par exemple, on a enlevé tout ce qui était, anomalie biologique. Par exemple, les gens ils disaient: «Moi, en fait, on m'a fait une prise de sang, on a trouvé une anémie». On s'est dit: «Finalement, c'est pas vraiment un symptôme au sens d'un symptôme vécu par les gens». Donc on a choisi de n'avoir que des choses qui sont directement vécues par les gens et on a aussi enlevé, de la même manière, l'aggravation de maladies déjà existantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout au début, je vous ai raconté que les gens qui avaient des maladies chroniques ou du moins un état de santé altéré avaient plus souvent, du Covid long et en fait et aussi après je vous ai raconté que souvent après une infection par la Covid, ben, on découvrait une recrudescence de diabète et cetera. Mais ça, pareil, on s'est dit: «C'est pas exactement des symptômes de la maladie, mais c'est d'autres conséquences de la maladie», donc on a choisi de les exclure. C'est pour ça que notre liste de symptômes ne contient ni anomalie biologique, radiologique, et cetera, ni, mention d'aggravation de la maladie. Heu, une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, à la fin, on avait obtenu une liste de symptômes et une liste d'impact, de la maladie sur la vie des gens et on a fait ce que je vous ai dit, juste avant, c'est-à-dire qu'on a essayé de valider cet outil. Donc on a vérifié que la mesure évaluait vraiment la sévérité de la maladie et qu'elle était précise et reproductible. Alors, je vous montre quelques résultats. Donc, dans la première phase, on avait impliqué 492 patients. C'était en octobre et novembre, principalement des femmes. Là, vous voyez qu'il y avait un peu moins de la moitié des patients qui étaient des Covid confirmés. Beaucoup de gens qui avaient rapporté un début de la maladie au moment de la première vague. Et puis, en fait, tout ce qu'ont rapporté les gens, ça représentait une somme importante de textes qu'on a lu et analysé du mieux qu'on pouvait. Ça, c'est des exemples de ce que racontent les gens et voyez exactement le niveau de détail, heu, que que les participants ont fourni. C'est-à-dire qu'ils ont parlé vraiment de leurs symptômes avec à la fois leurs mots, mais souvent des fois avec des termes médicaux très précis. Parce que par exemple, le premier patient, il dit qu'il a eu des paresthésies, une perte de force dans les bras, que cela le réveillait la nuit et cetera. La deuxième, elle raconte qu'elle a une fatigue, donc une asthénie. Elle utilise déjà des termes très médicaux, lors de la période menstruelle et cetera.
Le dernier extrait, c'est plutôt quelque chose sur l'impact de la maladie, avec la peur de ne pas guérir, le fait que les symptômes soient imprévisibles. C'est une personne en fait qui était jeune, qui était récemment diplômée, et c'est difficile de se voir diminuer, paralysé par la maladie et la fatigue. Donc Heu, on a... Oui, vas-y. tu veux peut-être répondre à quelques questions? Oui, Faire une oui. toute petite pause? On a une première question. Plusieurs personnes se demandent s'il est prévu de faire un recensement plus exhaustif, des personnes, atteintes de covid long en France. Donc on a eu quelques chiffres avec Compare et quelques chiffres en Angleterre. Est-ce que tu aurais une petite estimation déjà? Alors, j'ai pas compris si la question était de savoir si la question c'est combien il y en a en France, ou si c'est Combien plutôt et de s'il est faire un prévu de recensement. faire un recensement, plus exhaustif encore après? Alors, si c'est de faire un recensement, c'est-à-dire d'essayer de faire un registre des gens qui ont un Covid long quasiment nominatif pour savoir qui sont ces gens, comme par exemple il peut y exister des registres dans le cancer, à ma connaissance, il n'y a pas de projet de ce type-là en France. Après, je n'ai pas une connaissance absolue de ce qui est prévu, par exemple, par le gouvernement. Donc ça, à ma connaissance, c'est pas prévu de faire un registre ou un recensement quasiment nominatif avec une liste, bien sûr, très, très, très confidentielle des gens qui auraient du Covid long. Et si c'est combien de gens auraient éventuellement du Covid long en France, je pense que pour le coup, les estimations qu'on a au Royaume-Uni peuvent être relativement fiables et extrapolables. Donc si on se dit qu'on en a entre 5 et 15%, bah, il faut faire le calcul par rapport au nombre de gens qui ont été invités par la Covid en France. Sachant que par exemple, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont infectés entre guillemets en ce moment. Par exemple, tous les jours, on a de nouvelles personnes qui sont infectées, puisque ça, on l'entend tous les jours à la radio. Et ces gens-là, une portion d'entre elles, éventuellement, aura des symptômes à long terme et un Covid long. Mmh, d'accord. Sinon, il y avait d'autres questions. Ils se demandaient comment expliquer le fait que Compare n'a relevé que 53 symptômes, alors qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, on en compte plus de 100. Lesquels symptômes n'ont pas été pris en compte et pourquoi? Alors, donc ça, c'est ça. Alors, la plupart des études utilisent beaucoup moins de symptômes que nous. Et en fait, il y a cette étude-là qui a été faite par Davis où il y avait 205 symptômes, mais en réalité, c'est pas qu'on a compté ou pas des choses, c'est qu'on a groupé certaines choses. Hem, alors est-ce que j'ai un bon exemple ici? Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, dans le détail, mais par exemple, nous on a une unique catégorie qui va s'appeler, symptômes sexuels par exemple et ici on va avoir douleur dans les testicules, puis, douleur, enfin diminution de la taille des testicules et puis, alors douleur dans les testicules, non binary, je sais ah oui, ça, c'est pour les gens qui sont non-binary, pardon. Enfin, en Les fait, non-binaires, oui, ceux oui, qui ne oui, oui. se Non, mais ce que je veux dire, s'attribuent c'est pas qu'en un fait, genre. le niveau de détail est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Et en fait, Ici, oui. c'est juste en fait une manière différente de grouper les symptômes. Alors, il y a un exemple que j'ai pas mis et qui est en fait un peu hors sujet, c'est que après qu'on ait fait compare, mais entre guillemets, entre le temps où on avait fini de collecter les informations, de les analyser, etc., et le moment où les choses ont été publiées, l'OMS a fait une grande réunion sur le Covid long, dont vous avez probablement entendu parler dans les médias. Et en fait, à l'issue de ça, ils ont sorti eux aussi une liste de symptômes. Alors, on ne sait pas trop comment ils l'ont définie, mais ils ont sorti une liste de symptômes qui, pour le coup, est quasiment identique à celle qu'on a utilisée dans Compare. Donc il y en a 45, c'est pas qu'en fait on en a plus, c'est simplement qu'on a groupé, pas groupé des choses de manière différente. Mais quand on regarde en fait en détail ce qu'il y a dans l'étude de Davis, enfin, qui est cette principale étude qui a été réalisée par des patients avec des questionnaires en ligne, en fait, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a fait, enfin, méthodologiquement non, mais à l'esprit de ce qu'on a fait dans Compare, on retrouve quasiment la même chose. La différence dans les 205 qu'ils ont, c'est qu'après, ils ont aussi de la biologie, et on a dit qu'on l'enlevait, et ils ont aussi des aggravations de maladies, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi dit qu'on les enlevait. Mais pour les symptômes, entre guillemets, vécus par les gens, on a à peu près la même chose. C'est juste que c'est plus détaillé, c'est plus dans le détail. Mais alors je pense qu'en réalité, il y a des choses qui sont tellement, entre guillemets, liées entre elles que quand on en a un, on est très, 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 très fortement susceptible d'en avoir un autre. Et en réalité, on n'est pas obligé de tout mesurer pour avoir une information précise sur l'état de santé de la personne.
Alors, il y a sur l'outil, justement et sur les symptômes, 2 questions quelques questions qui reviennent, notamment, des patients, qui disent que leurs symptômes, vont et viennent et ne sont pas toujours, aussi intenses d'une semaine sur l'autre. Donc la question est: y a-t-il un suivi, assez régulier pour prendre en compte, ces évolutions, d'une semaine à l'autre et pour bien montrer que, le covid long n'est pas quelque chose de linéaire? Ouais, Et je juste une réponds autre en remarque. disant ouais. Ouais, et juste sur les 53 symptômes, on signale également que ce n'est pas juste un regroupement, mais que certains symptômes, notamment, dermato ou endocrinos semblent, manquer. Alors, pour les symptômes endocrinos, je pense et je devine qu'on parle, et c'est ce que je disais, soit d'aggravation de la maladie, soit quasiment de trucs très spécifiques et quasiment à la frontière avec l'examen complémentaire, qui sont pas forcément des choses directement vécues par les gens. Après, enfin, je pense que tout travail est perfectible, qu'on est loin d'avoir terminé, que tout ce qu'on a fait peut évidemment être amélioré. Mais en tout cas, je pense que, en fait, ce qui est toujours difficile, c'est de mettre la frontière entre, on va dire, bah voilà, on se dit qu'on a une échelle de ce qui est vécu par les gens d'une part, et pour moi, ça c'est complémentaire euh, de ce qui va être mesuré dans des examens complémentaires. Et que l'idée n'est pas de faire un enveloppe et de demander aux gens de rapporter leurs examens complémentaires. Donc je pense que c'est toujours ça la difficulté, et moi, je suis complètement conscient et j'ai envie de dire que bah ouais, évidemment, il y a des trucs qu'on a pu oublier ou il y a des trucs qu'on n'a pas pu ne pas prendre en compte, etc. Sinon, pour la première question, en fait, dans le questionnaire Compare, si vous avez répondu, donc il y a une question sur la fréquence des crises, etc. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on est en train d'essayer de travailler. Et également, donc, comme vous l'avez vu, si vous participez à Compare, les questionnaires sont répétés tous les 2 mois, ce qui est à la fois un peu fréquent et pas du tout fréquent sur une maladie où on se dit que ça peut aller d'un jour à l'autre. Mais quand bien même, si c'est sur les 2 mois, on voit déjà qu'en fait, il y a des symptômes qui sont très, très, très constants et d'autres qui ont tendance à aller venir, à être présents à un moment et pas présents à un autre, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment et qui donne déjà des résultats, assez intéressants, que je peux malheureusement pas vous montrer parce qu'ils sont encore beaucoup trop préliminaires et qu'on n'a pas encore suffisamment de données, mais où on voit justement qu'il y a certains symptômes où c'est plutôt des symptômes qu'on a au début et on a l'impression qu'en fait, ils disparaissent après. Mais il y a surtout des symptômes où on voit très clairement, c'est ces symptômes-là qui vont et qui viennent. Et c'est pas tous, mais c'est seulement un certain nombre d'entre eux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Alors évidemment, et là je le dis tout de suite, bah, en fait, on fait une mesure tous les 2 mois. Et c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil que si on faisait une mesure tous les jours ou toutes les semaines. Mais en même temps, on essaie de trouver de la même manière une balance entre faire chier les gens en leur demandant de répondre à un questionnaire tous les jours et obtenir quelque chose qui est pertinent pour la recherche. Euh, si ça vous va, moi je continue. De toute façon, j'ai Peut-être presque fini le topo, et après on discutera peut-être plus largement de ces choses-là. peut-être encore une petite question. Il y a des gens Ouais. qui se posent à quel point le Covid, atteint notre organisme, il y en a qui se demandent si ça modifie carrément notre ADN ou d'autres cellules. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? À ma connaissance, ça ne modifie pas notre ADN. Et alors, est-ce que ça modifie... J'ai coupé mon micro parce que j'ai Oui, appuyé j'allais n'importe où. dire, on t'entend pas du tout. Bah oui, parce que j'ai coupé mon Voilà, micro. donc des personnes qui se demandaient si ça nous atteignait sur un problème plus profond que juste des symptômes. Est-ce que ça pouvait nous attaquer, complètement nous modifier, à Non. jamais? Je pense que beaucoup de personnes sont inquiètes ici, c'est Alors, il y a deux éléments de réponse différents. Je pense que ça n'altère pas notre ADN. Je pense que ça ne change pas radicalement notre être, etc. En revanche, donc si ni la question... l'intégrité des mitochondries, par exemple. Je pense que c'est bien de voir que euh, vous vous soutenez entre vous, vous avez l'air tous très inquiets. Voilà, mais en revanche, répondre à cette question de cette manière-là ne veut pas dire que on trouve forcément rapidement une solution et que ça va disparaître à un moment ou à l'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas complètement certain de savoir combien de temps ça va durer. Et on ne sait pas non plus si pour certaines personnes, ça va durer très très longtemps. Donc, je ne peux pas rassurer les gens en leur disant, bah, voilà, ce que je sais, c'est que ce que je peux dire, à mon avis, sans me tromper, c'est que ça ne modifie pas l'ADN des gens. Voilà. Après, et encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout pour inquiéter les gens que je dis ça. Il y a des séquelles d'organes qui sont malheureusement des fois irréversibles.
Donc je ne peux pas vous dire que voilà, c'est pas une atteinte qui est forcément, temporaire. Et en tout cas, c'est pas au niveau probablement pas au niveau directement cellulaire, mais plutôt un niveau un peu plus macro, quoi, pour comment dire ça autrement. Et c'est Et normal de s'inquiéter, pardon, après des mois de symptômes. Certains se demandent aussi si des liens avec le foie ont été envisagés. oui, alors c'est pas, ont été envisagés, c'est que ça a été montré et même, regardez, je peux même vous montrer dans mes petites diapos et pour le coup, c'est pas seulement dans mes petites diapos, mais ça a été montré sur d'autres personnes, dans d'autres études et par exemple sur des examens d'imagerie, heu, il y a plus d'atteintes cardiaques chez les gens qui ont eu la covid et ça peut être, à l'origine d'un certain nombre de symptômes, par exemple, de la fatigue, et cetera. Mais par contre, je pense qu'il est déraisonnable aujourd'hui de dire que la plupart des symptômes du Covid long viennent du foie. Ça peut contribuer à un petit nombre de symptômes, et même, j'ai envie de dire, ça peut contribuer à un petit nombre de symptômes s'il y a un certain nombre de personnes. Puis il y a d'autres personnes qui vont pas avoir d'atteinte du foie, mais malheureusement, éventuellement, on va avoir une atteinte rénale, et eux, ils vont éventuellement avoir d'autres symptômes, voire certains symptômes qui sont, entre guillemets, communs aux deux atteintes, etc. En fait, le principal problème du Covid, c'est que ça touche plein d'organes et que chaque organe peut donner un certain nombre de symptômes, dont certains peuvent être communs avec d'autres organes. Et c'est ça qui est responsable de la différence et des tableaux qui sont hyper compliqués avec des gens qui ont des atteintes cutanées, des gens qui ont des atteintes oculaires, des gens qui ont la perte du goût, d'autres qui ont des troubles digestifs, etc. Parce qu'en fait, bah, le virus a touché différentes parties de leur corps et à l'origine de différentes réactions de leur corps dans différents organes. Je termine juste le truc parce qu'en fait on a fini. Donc ça c'était juste pour vous montrer, c'est les fameux symptômes qu'on a trouvés et combien de gens les rapportaient. Très important de préciser que là, on n'est pas sur des gens qui ont eu une PCR positive, mais sur des gens qui rapportent avoir un Covid long. Donc chez les gens qui rapportent un Covid long, la plupart ont de la fatigue, puis beaucoup ont mal à la tête, un peu moins ont des douleurs musculaires, etc. Également, on est loin d'être certain que les gens qui ont participé à Compare sont une population représentative des gens qui ont eu des symptômes persistants. Alors, il y a on a beaucoup de participants, c'est plutôt pas mal, mais on n'est pas sûr qu'on soit représentatif. Et c'est possible, par exemple, que des gens qui ont eu des symptômes relativement sur une petite période de temps, puis ils ont eu de la chance, ça a disparu, ils avaient un profil un peu différent et qu'on capte mal parce que la plupart des gens qui ont participé à Compare, c'est des gens qui avaient en fait, une situation qui s'améliorait pas et qui essaie de contribuer à la recherche pour essayer de trouver une solution à ça. Ah, je suis désolé, le truc est en anglais parce que dans la publication, c'est en anglais. Je crois que sur, le site de Compare, vous avez la version en français et alors, outre les symptômes et les différentes manifestations, entre guillemets, le côté très, clinique, qu'on a travaillé, je vous avais dit qu'on s'intéressait aussi à l'impact, du covid sur la vie des gens. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans notre échantillon, il y avait, plus de 75 des gens qui rapportaient leur maladie comme, insupportable. Genre, on peut pas continuer à vivre dans une telle situation. Hem et en fait, c'était témoigné par toutes les autres mesures qu'on a faites. Ça veut dire que, les gens racontent qu'ils sont plus capables de travailler, qu'ils ne sont plus capables de réaliser certaines activités chez eux. Ça a un impact considérable sur la qualité de vie des gens. Si on regarde, on a fait donc une mesure, avec une échelle de qualité de vie, entre guillemets «standard» qui est utilisée dans beaucoup d'autres études et la qualité de vie mesurée avec cette échelle parmi les patients chez les patients de Compare, c'était similaire à la qualité de vie des gens qui ont, de l'épilepsie ou, une sclérose en plaques, qui sont quand même des maladies, relativement lourdes et globalement, c'est une qualité de vie qui est à peu près 40 inférieure à, la norme, en France. Sachant que dans la norme en France, il y a des gens qui sont, très bien, puis il y a des gens qui sont un peu moins bien. Donc, c'est quand même une maladie qui a un gros impact sur la vie des gens et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, important, qui est aujourd'hui sous-étudié et on espère justement que, bah, avec notre mesure qui va permettre de regarder ça, l'évolution dans le temps et de regarder éventuellement ça plus en détail, ça va nous permettre de répondre à des questions aussi sur, l'impact de la maladie sur la vie des gens. Alors, Alors Ti, je me permets de t'interrompre ouais, juste pour te signaler qu'il reste 10 minutes pour ce live. et ben ça tombe bien parce que regardez, hop, j'en suis à la dernière, diapo comme ça après on pourra faire quelques questions. Donc
Au final, on a fait ça et puis, OK, on a développé notre mesure, c'était bien, mais surtout, en fait, on a posé les bases d'une cohorte de patients Covid long dans Compare et le modèle de Compare, alors si vous n'êtes pas des participants à Compare, peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous le savez, c'est l'idée que en fait, toutes les données qui sont collectées dans Compare vont pouvoir être utilisées par d'autres chercheurs publics, heu, hospitaliers, universitaires, venant d'institutions comme l'INSERM, pour répondre à des questions de recherche. L'idée, c'est pas que, je fasse toutes les recherches parce que de toute façon, j'ai que 2 petits bras et je peux pas tout faire. Mais l'idée, c'est qu'on a commencé à collecter des données et que toutes les données qu'on a collectées pourront être réutilisées par d'autres. Et donc l'idée, c'est aussi d'agréger de plus en plus de chercheurs qui vont pouvoir solliciter les patients qui se sont engagés dans Compare et utiliser des données qu'on a déjà collectées pour répondre à des questions de recherche. Aujourd'hui, là, on est en train de regarder les réponses au suivi régulier qu'on a commencé dans Compare, puisqu'on a développé notre mesure, donc après on la réadministre tous les 2 mois. Donc comme je vous l'ai dit, on regarde l'évolution des symptômes au cours du temps. Et puis on regarde, pour les gens qui ont déclaré avoir un Covid long, combien de temps dure la maladie. Donc je peux pas vous montrer les résultats malheureusement. J'ai hésité, je me suis dit: «Mais est-ce que je montre un truc ou pas?» Je me suis dit que c'était pas raisonnable parce que c'était trop préliminaire. Il y a un certain nombre de patients qui, déclarent ne plus avoir de symptômes et sur les questionnaires répétés, sur tous les 2 mois, ils se disent: «Ouais, ouais, c'est vraiment bon là, j'ai vraiment plus de symptômes». Donc il y a un nombre, limité de gens, je vous le dis, de manière honnête, pas, c'est pas 50 des gens, mais qui, s'améliorent et au bout d'un moment, n'ont plus de symptômes. Le problème, c'est que pour répondre correctement à cette question, il faut vraiment et c'est aussi un appel pour les quelques participants, les participants qui sont là, il faut vraiment répondre au questionnaire parce que c'est seulement quand les gens ont dit: «Oui, je n'ai plus de symptômes» qu'on peut compter: «OK, cette personne-là n'a plus de symptômes» et affiner notre estimation de combien de temps dure la maladie. Et un dernier truc qu'on veut faire, c'est que là, on a regardé les symptômes et je ne me sais pas si vous vous souvenez de la toute première diapo. La toute première diapo, c'est de dire qu'en fait, donc le Covid long, c'est peut-être différents groupements de symptômes qui sont superposés les uns les autres, différents groupements de symptômes qui peuvent être éventuellement liés à des causes différentes. Et en fait, là, ce qu'on cherche à faire, c'est regarder s'il y a certains groupes de symptômes qui se retrouvent, entre guillemets, plus fréquemment chez certains patients et pas d'autres, et voir si ces groupes de symptômes sont éventuellement liés, peuvent être associés à des causes différentes. Donc voilà, donc ça, on est en train de travailler là-dessus et évidemment, on a besoin encore de recruter des patients, d'engager des patients qui ont du Covid long. C'est aussi un appel pour dire que si vous participez pas et que vous pouvez participer, bah, je vous encourage à le faire. Si vous connaissez des gens qui peuvent participer, je vous encourage à le faire. Et puis, voilà, si vous participez, n'oubliez pas de répondre à vos questionnaires, ça aide et ça sert vraiment. Et maintenant, je peux répondre à toutes vos questions pendant tout le temps qui reste. Du coup, bah, j'en profite pour, t'en poser quelques-unes. Certaines personnes se demandent si étudier les symptômes en fonction de l'ancienneté de l'affection serait, envisageable. Je précise d'ailleurs qu'il est possible sur le site de Compare via la plateforme Inspire, lien que je mettrai dans la vidéo, de proposer des idées de recherche, mais je vais d'abord te laisser répondre à la question. Étudier les symptômes en fonction de l'ancienneté de l'affection. C'est possible et d'ailleurs on l'a même fait, alors on l'a fait avec les données qu'on avait collectées pour réaliser cette première étude sur le développement de la mesure. On n'a pas vu de différence flagrante. Après la difficulté, c'est qu'on avait globalement en fait, 2 populations à ce moment-là. On avait des gens de la première vague, puis on avait un gros creux puisqu'il n'y avait pas eu beaucoup d'infections pendant l'été, puis on avait un début de gens de la 2e vague et finalement on avait du mal à comparer en fonction de l'ancienneté des symptômes parce que soit en fait, les gens avaient eu une infection en mars et c'était un énorme pic en mars, soit en fait les gens avaient, eu des symptômes, heu en septembre. Donc en fait, si on regardait par rapport au début, c'est soit on était à 150 jours du début, je dis n'importe quoi, soit on était à 70 jours et on n'avait rien entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de plus en plus au fur et à mesure que le temps avance et qu'on n'a pas cette espèce de décalage entre première vague et deuxième vague. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Sur les premiers résultats qu'on avait, il n'y avait pas de différence en fonction de l'ancienneté. Je vais en profiter pour répondre à une question directement. La présentation sera-t-elle disponible pour pouvoir la regarder tranquillement? Oui, bien sûr, on va la mettre sur notre, page, Facebook et sur notre chaîne YouTube. Ensuite, d'autres questions auxquelles tu peux répondre. Une personne se demandait s'il y avait un rapprochement, entre les symptômes de la maladie de Lyme et celle du Covid. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire dessus? En attendant, je continue à rassembler les questions afin de toutes les poser.
Bah, alors pour la maladie de Lyme et le Covid, alors je connais très mal la maladie de Lyme. Je sais que dans la maladie de Lyme chronique, on peut aussi avoir plein de symptômes très polymorphes qui peuvent éventuellement faire penser à ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire plein de symptômes très polymorphes dans le Covid long. Heu, Après moi je suis pas assez spécialiste pour savoir s'il peut y avoir, une cause commune et ça ressemble en fait à la question à laquelle j'ai essayé de répondre tout à l'heure sur, le syndrome de fatigue chronique. C'est-à-dire que, bah, voilà, on ne connaît pas très bien, les raisons pour lesquelles les gens vont avoir des symptômes, heu, de Lyme chronique et donc peut-être qu'il y a des causes communes avec le Covid long, ou alors peut-être que c'est juste, une coïncidence. En tout cas, moi, je suis malheureusement pas en mesure de répondre à cette question. Je pense que la question a été posée parce que visiblement, c'est très dur de parler à son médecin traitant, des symptômes de Covid long et c'est souvent confondu avec d'autres, types de maladies, lupus et maladie de Lyme. Alors D'autres oui, c'est difficile de parler à son médecin du Covid long. Alors ça, je suis d'accord, mais ça, c'est un autre problème. Alors c'est peut-être quelque chose à un moment qu'on étudiera dans Compare, qui est de la alors et ça dépasse le Covid long d'ailleurs, on voulait initier ce projet avant, l'épidémie de la Covid, qui était, les maladies, qui sont difficiles à aborder avec le médecin parce qu'en fait, elles ont une je sais pas comment dire ça, une mauvaise aura, les gens la considèrent très mal, et donc en fait, on souffre d'une maladie qui nous pourrit la vie, mais on peut pas en parler au médecin parce que, voilà quoi. Donc heu, donc ça, c'est quelque chose qu'on essaiera de faire. Je peux pas donner de date parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sont en cours dans Compare et on essaie de tout gérer, mais voilà. ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait du bien aux personnes de se sentir moins seules et de pouvoir en parler ensemble. Je suis ravie d'ailleurs que ça vous plaise. Certaines personnes se demandent si on peut espérer l'ouverture de centres de parole dans les hôpitaux ou éventuellement sur Compare. Alors de centres de parole dans les hôpitaux, ça malheureusement, je suis pas responsable des hôpitaux, donc je peux pas dire. Donc Compare, alors ça, c'est presque à toi de répondre Clara, bah, on réfléchit. Alors ça, c'est Ah, là, on en vous a déjà rentrez dans parlé, les oui, c'est vrai, questions mais qu'on rentre où on réfléchit tous les jours dans Compare, mais comment on fait pour, améliorer, notre, communauté, pour permettre aux gens de discuter entre eux, de partager leurs expériences, sans que ça devienne, compliqué à gérer pour nous et cetera. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est si vous avez des idées et cetera, mais contactez Clara comme ça, elle je vous ira serais vous ravie de impliquer vous dans des écouter, réflexions. oui. Voilà, On parce est en que train d'essayer de refaire, de repenser entièrement notre programme pour appliquer plus les patients, donc les idées aussi sont, bien les bienvenues. D'autres questions? J'essaie de faire le tri. Je vois que vous avez beaucoup de messages de remerciements, ça fait plaisir. Les atteintes digestives font-elles partie de celles qui durent le plus dans le cas de Covid long? je sais Est-ce qu'il y pas. a des Je sais pas. OK. Non, mais j'en sais rien. Donc, je sais pas. Voilà, dans ce que les gens ont raconté, mais ça, pour le coup, on pourrait essayer de regarder si vous voulez, si vraiment ça vous intéresse. Dans ce qu'on a raconté, il y a autant de gens qui avaient des Covid depuis très longtemps qui rapportaient des atteintes digestives. Après, est-ce qu'il y en avait plus? Je sais pas. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas à cela avec des associations de patients? On parle régulièrement avec des associations de patients, donc oui, on établit un contact avec plusieurs associations. Ça, c'est fait. Allez-vous partager vos résultats dans les médias? Quels médias? Non, oui, la question c'est quel résultat? Ah bah si, si, alors là, pour cette étude-là, on a fait un communiqué de presse. Après, pour l'instant, aucun média ne nous a malheureusement contactés. Ah, non, c'est pas vrai. Il y a RFI Brésil qui m'a contacté. Donc, je vais parler de ça à RFI Brésil. Et sinon, je crois qu'il y a la journaliste du Monde qui a dit que c'était très intéressant, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle en fera un article. Une périodicité de ces réunions est-elle prévue? Alors, là, c'était la première édition. Comme vous avez pu voir, on a eu quelques soucis techniques, donc on va essayer de s'améliorer et oui, en effet, on va tenter de faire, plus souvent des sortes de webinaires et notamment pas seulement sur le Covid, sur d'autres maladies chroniques qui peuvent vous infecter. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous, est atteint de plusieurs à la fois. Y a-t-il des consultations en province pour le Covid long? On n'est malheureusement pas apte à répondre à cette question sur des conseils spécifiques. Je continue, on va bientôt s'arrêter, donc je vous encourage à poser encore des questions si besoin. Mmh, quel quoi, mmh. Élise, si tu as vu des questions que moi j'ai loupées, je suis en train de continuer à regarder le chat. Je t'en prie. Non, je crois que pour certaines questions, tu as en fait finalement aussi répondu, en cours, de présentation.
Je pense qu'il est l'heure de toute façon de rendre l'antenne, comme on aurait pu dire si nous avions Si on en vraiment été avait en une. direct, si on en avait une. Et en fait, On a bien fait nos 1 merci, heure c'est de... ça. Et merci à tout le monde pour vos questions et pour vos encouragements, car on a eu beaucoup de messages d'encouragement dans le chat. Et Ti, tu as été plusieurs fois remercié. Et c'est vrai que nous, ça nous aide à avancer aussi d'avoir ce genre de messages. Attends, une dernière petite question intéressante que j'ai complètement loupée. Quelles équipes de recherche sont connectées à votre étude pour commencer à proposer des traitements, donc nerfs vagues, antivirales, antibio, etc. Est-ce Alors, qu'on sur a les une... traitements du Covid long, aujourd'hui, on n'a pas d'équipe de recherche qui a sollicité d'impliquer des patients de compas. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a des gens éventuellement qui sont en contact avec des équipes de recherche, mais en tout cas, comme je le dis bien, l'accord Combar a pour vocation d'être une plateforme. Donc, s'il y a par exemple, des chercheurs qui veulent évaluer des médicaments, ils peuvent faire une demande pour impliquer des patients de compas. Et donc, je pense que ça se termine. Juste, mais je pense qu'on l'a déjà dit 3 ou 4 fois. L'idée, c'est de refaire ça. Alors, pas sur le Covid long, hein. L'idée, c'est de refaire ça et d'essayer de discuter le maximum avec les patients de compas sur différentes thématiques, sur différents projets qu'on a. Peut-être qu'on refera un truc sur le Covid long si on a des nouveaux résultats, évidemment. Et voilà. Donc, notre heure de live se termine maintenant. Merci à tous d'être venus et d'avoir posé vos questions. On s'intéresse on s'intéresse énormément aux avis des patients. Vous nous aidez à nous orienter vers des idées qu'on n'aurait pas toujours.